rutine de fleur en fleur. Elles existent sur Terre depuis bien plus longtemps que l'homme. Et il y a 8000 ans, l'homme et l'abeille sont devenus des partenaires. En 2006, la nouvelle s'est répandue qu'en Amérique, des centaines de millions d'abeilles avaient disparu de leurs ruches. Cela pourrait être le début d'un film de science-fiction, mais ce ne l'est pas. Dès les années 90, les apiculteurs signalaient d'énormes pertes en Europe, dans les Amériques et en Asie. Partout dans le monde industrialisé, les abeilles sont en train de mourir. C'est une vraie catastrophe. Les apiculteurs, désemparés, ne savent plus que faire. Des scientifiques de toutes les disciplines se sont mobilisés pour analyser le problème. En 4 ans, qu'ont-ils appris? La science peut-elle apporter une explication ou un remède? Les abeilles interagissent avec les plantes. Elles se nourrissent du cœur de la nature. Sont-elles des sentinelles en train de mourir pour nous dire que quelque chose s'est cassé dans notre relation à la nature? Est-il trop tard pour sauver de l'extinction ce petit insecte? Pourquoi devrait-on s'en alarmer? Chaque année, les apiculteurs du monde entier font le même rituel. Par un beau jour de printemps, ils ouvrent leurs ruches pour voir comment leurs abeilles ont survécu aux rigueurs de l'hiver. Mais depuis 4 ans, ce rituel est devenu un cauchemar. En Europe et dans les Amériques, les apiculteurs ont perdu 30 à 80% de leur cheptel. Et personne ne sait pourquoi. Pour moi, c'est bien plus qu'une source de revenus. Je suis très attaché à mes abeilles. Je ne supporte pas de voir ça. J'ai l'impression de les avoir laissées tomber. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On aurait sûrement pu faire plus pour les sauver. C'est triste. Mais il faut aller de l'avant, en faisant du mieux qu'on peut. Comme des milliers d'autres apiculteurs, Ben Hogan ne récoltera pas de miel cet été. Plus qu'une. Mais ce n'est pas la perte du miel qui pousse des scientifiques, comme Bernard Vessière de l'Institut national de recherche agronomique, à étudier le butinage des abeilles. Elles sont un chaînon essentiel de l'alimentation humaine. Elles pollinisent la grande majorité de nos cultures, et cela inclut quasiment tous les fruits et légumes. L'importance des abeilles dans le service de pollinisation a été très longtemps ignorée. Donc tout d'un coup, on découvre que les pollinisateurs sont extrêmement importants pour la production d'une partie importante de notre alimentation. Il y a 30%, un tiers en tonnage de notre alimentation qui dépend de l'activité pollinisatrice des abeilles principalement. Donc c'est quand même considérable. Et ça, jusqu'à présent, on l'a toujours pris pour argent comptant, comme le soleil ou l'air. Aucun animal n'a une relation aussi intime que l'abeille avec le monde des plantes. Chaque fleuron est une fleur. On a les fleurons qui se sont ouverts aujourd'hui, qui sont au stade mâle et qui libèrent leur pollen. On a les fleurs au stade femelle, donc c'est 2 langues qui s'ouvrent et c'est là que doit être déposé le pollen pour avoir germination et fécondation. En allant chercher le nectar au cœur de la fleur, l'abeille transfère involontairement le pollen sur le pistil, son organe femelle. La beauté des fleurs n'a pas évolué pour notre seul plaisir. Elle sert à attirer les insectes pollinisateurs et leur signale une source de nourriture. Alors l'une des grandes questions au niveau de la pollinisation, c'est le lien entre la faune pollinisatrice, donc sa composition et son abondance, et puis le service de pollinisation qui est réalisé. Et donc pour ça, il faut arriver à déterminer qui visite les fleurs et avec quelle fréquence. L'équipe de l'INRA a développé un système inédit de caméras de surveillance qui permet d'enregistrer la visite des abeilles sur les fleurs de tournesol. Pendant 5 jours, une base de données est constituée qui sera ensuite analysée en laboratoire. On va pouvoir établir un lien entre ces visites reçues et le nombre de graines produites par ce capitule. Donc là, on pourra dire très finement, est-ce qu'il faut
une abeille pour 100 capicules? Est-ce qu'il faut une abeille pour 1000 capicules? Et puis surtout, quelle est la composition de la faune pollinisatrice? En d'autres mots, cette expérience va permettre de déterminer le nombre minimum d'abeilles nécessaires pour continuer à avoir une agriculture viable. C'est une question à laquelle personne n'avait songé lorsque les abeilles étaient abondantes et que la pollinisation allait de soi. Quelle est donc cette petite créature sur laquelle repose l'avenir de notre monde? L'Apis mellifera, ou abeille domestique, est un insecte construit comme une véritable machine à polliniser. Des poils branchus qui accrochent le pollen, des corbeilles fixées aux pattes arrière pour le transporter, 2 antennes pour communiquer et sentir en stéréo, une trompe pour boire le nectar au cœur de la fleur, 4 ailes qui battent 230 fois par seconde pour voler de fleur en fleur. Durant les 6 semaines de sa courte vie, elle produit l'équivalent d'1/8 d'une cuillère à café de miel et parcourt un total de 800 km. Mais Apis mellifera ne peut pas vivre seule. Elle habite dans des colonies d'en moyenne 30 000 individus qui récoltent le nectar et le pollen dans toutes les espèces de fleurs. Cet effort titanesque fait de l'abeille domestique le pollinisateur le plus efficace au monde. Mais il y a danger à ne dépendre que d'une seule espèce pour la pollinisation. La totalité de notre système agricole repose sur des fondations fragiles. Pendant l'été, des chercheurs de l'INRA vérifient des ruches toutes les 2 semaines. Si une colonie vient à disparaître, la cire, le miel et les corps d'abeilles sont analysés pour en déterminer la cause. Le problème est que personne ne l'avait fait avant que le déclin ne commence. Il n'y a donc aucun niveau de référence au monde pour une colonie en bonne santé. Les statistiques mondiales n'indiquent pas que nos réserves de nourriture sont en baisse, ni que les cultures pollinisées par les insectes diminuent. En revanche, avec la production de pommes en Chine, de melons en Israël ou de pommes au Pakistan et dans le nord-ouest de l'Inde, on observe que localement, il y a des problèmes. Pour le moment, la priorité, c'est d'éviter que ces problèmes deviennent plus importants et commencent à faire boule de neige. Reste à savoir combien de temps ce système tiendra. Une crise globale se profile. La demande de l'agriculture mondiale pour les pollinisateurs augmente beaucoup plus rapidement que les réserves. En 2005, en Californie, le système s'enraye. Il n'y a pas assez d'abeilles pour assurer la pollinisation des amandiers. La solution des producteurs est de faire pression sur le Congrès pour pouvoir importer des abeilles de l'étranger. 15 000 colonies sont alors expédiées d'Australie. Mais un an plus tard, un mâle étrange anéantit les ruchers à travers tous les États-Unis. Les abeilles disparaissent par centaines de millions, laissant derrière elles des ruches vides. Ce phénomène est baptisé le syndrome d'effondrement des colonies, en anglais Colony Collapse Disorder, ou CCD. Les apiculteurs américains font état de colonies anéanties et de pertes astronomiques. Certains ont perdu 90% de leurs abeilles. Un apiculteur du Mississippi n'a plus que 220 colonies sur 1200. Un autre du Colorado a perdu 2800 colonies sur 4000. Alarmé par cette crise qui menace l'économie de l'agriculture américaine, le Congrès convoque apiculteurs et scientifiques pour faire le point sur cette mortalité soudaine. Le temps d'une session, les abeilles ont un porte-parole à Washington. May Berenbaum représente le groupe scientifique qui travaille sur le CCD. Avant l'apparition du CCD, nous estimions que si les populations d'abeilles continuaient de décliner au même rythme, l'abeille domestique disparaîtrait des États-Unis d'ici 2035. Le syndrome d'effondrement des colonies est le nom donné à un phénomène étrange, caractérisé par la disparition soudaine et massive de la quasi-totalité des ouvrières de la colonie, laissant derrière elles des larves viables, quelques nourrices, une reine en bonne santé et une abondante réserve de nourriture. Le CCD progresse inexorablement d'état en état, suggérant une maladie contagieuse. Partout le même scénario, les larves et le miel laissés à l'abandon, aucun corps autour des ruches. L'urgence augmente alors qu'un total de 35 États sont touchés. Que se passe-t-il? Les chercheurs suggèrent un nouvel agent pathogène, peut-être un virus importé avec les abeilles australiennes. Les apiculteurs, eux, pensent connaître la réponse. Une nouvelle classe de pesticides, les néonicotinoïdes, ont récemment été introduits dans les champs américains. Les apiculteurs sont malheureusement familiers avec les empoisonnements aux pesticides.
Se peut-il que ces nouveaux produits chimiques aient des effets inattendus? Certains ont très vite dénoncé les néonicotinoïdes. C'est une nouvelle classe de pesticides, des neurotoxiques. Ils sont utilisés depuis le début des années 2000 et des États où ils sont fortement présents, comme l'Illinois, ont largement échappé au CCD. Or, si c'était la seule cause, le centre de l'Illinois devrait être l'épicentre du CCD. Et ce n'est pas le cas. Donc en termes épidémiologiques, ça ne tient pas. Les chercheurs sur le CCD se dirigent vers d'autres pistes et les abeilles continuent de mourir. Les pertes de 2006 se reproduisent en 2007, en 2008 et en 2009. 36% des colonies meurent chaque année en Amérique. En Pennsylvanie, Dennis von Engelsdorp est au cœur de l'enquête sur le CCD. Nous avons reçu pas mal d'appels de gens qui avaient tous leur idée sur la question. Il y en avait même qui parlaient d'enlèvements extraterrestres ou de fin du monde. Il a fallu nous cantonner aux hypothèses crédibles, comme les cultures OGM. Mais nous savions que si une abeille ou un insecte ingère des cultures OGM, il est affecté par une protéine qui détruit sa paroi intestinale. Des bactéries pénètrent dans son sang et créent un empoisonnement, une septicémie facile à identifier. Et nous n'avons pas vu cela. La recherche sur des agents pathogènes semble plus prometteuse. Un virus rare, commun aux abeilles importées d'Australie et aux survivantes des colonies atteintes du CCD, est découvert. Une des premières découvertes a été le virus israélien de la paralysie aiguë. Il n'avait jamais été décrit en Amérique. Cela a suscité beaucoup d'intérêt, car dans cette étude, on voyait une relation entre ce virus et le CCD. Avec le virus israélien de la paralysie aiguë, ou IAPV, l'abeille est prise de tremblements puis de paralysie. En général, elle meurt à l'entrée de la ruche. Pas du tout les mêmes symptômes que le CCD, mais quasiment toutes les colonies atteintes du CCD ont le virus. La découverte fait miroiter la possibilité d'un traitement ou d'un miracle, mais l'espoir est bref. La possibilité de l'IAPV comme facteur explicatif a été infirmée quelques mois après la parution de ce rapport. D'autres chercheurs ont trouvé dans leur congélateur des spécimens démontrant que l'IAPV était présent aux États-Unis depuis au moins 2002, soit avant l'apparition du syndrome d'effondrement des colonies. C'est donc une impasse, et le mystère reste entier. Se pourrait-il que le phénomène ne soit pas dû à une seule cause, mais à une convergence de plusieurs facteurs? Ou à une cause principale, qui affaiblirait les abeilles, permettant aux virus ou aux bactéries de faire le reste? Pour le moment, la question est sans réponse, et la cause de la disparition des abeilles, inconnue. On a parlé de pesticides, de virus, de téléphones portables, d'ovnis, de toutes sortes de choses. Certaines sérieuses, d'autres absurdes. Mais en définitive, nous ne connaissons toujours pas la cause. En 2007, le mystère s'accentue, alors que l'on signale des effondrements de colonies dans le monde entier. Mortalité massive en Amérique du Sud, à Taïwan, en Chine. 5 millions d'abeilles disparaissent en tout juste 48 heures en Croatie. Et des mortalités inexpliquées ont lieu dans tout le reste de l'Europe. Le CCD a effectivement attiré considérablement l'attention des médias sur cette mortalité massive de colonies d'abeilles domestiques. Maintenant, le problème, c'est que ça reste quand même extrêmement vague, puisqu'on ne connaît pas la cause essentielle qui conduit à ce symptôme. Donc savoir est-ce que c'est le même CCD en Europe, en France et aux États-Unis, c'est pas forcément évident puisqu'on ne connaît pas la cause, l'agent étiologique, ni en France, ni aux États-Unis. L'été en Provence est un paradis rempli de soleil pour les abeilles et les apiculteurs. Mais il y a des problèmes même au paradis. Même ici, les populations d'abeilles déclinent, lentement mais sûrement, depuis plus de 60 ans. Le CCD n'est que la partie émergée de l'iceberg. La sévérité et la soudaineté des pertes en Amérique n'ont fait que cacher une réalité qui angoisse depuis longtemps apiculteurs et scientifiques. Si les cigales, les guêpes ou les papillons disparaissent, qui les remarquera? L'apiculteur, lui, s'occupe de ses ruches quotidiennement. Quand les problèmes ont commencé, il a été le premier à les remarquer. La Bible de Jean Brun est le traité complet d'apiculture d'Alfandari.
La biologie de l'abeille n'a pas changé depuis sa parution en 1931, mais tout le reste, oui. Son amour pour ce livre vient du fait qu'il montre des photos des ruches de son grand-père. Donc c'est grand-papa, l'arrière-grand-père de papa, en fait, qui a commencé autour de 1880-83, quelque chose comme ça. Et donc on essaye voilà, de faire perdurer tout ça. Voilà. Après la Deuxième Guerre mondiale, la priorité était de nourrir les populations. Au nom de l'efficacité et de la productivité, les produits chimiques et les machines furent employés dans une guerre contre la nature. En France, la politique du gouvernement transforma le paysage pour servir les besoins de l'agriculture moderne. Les haies furent arrachées, les champs aplanis et agrandis. Les techniciens remplacèrent les fermiers et les apiculteurs furent confrontés à de nouveaux défis alors que les insectes étaient chassés de la moindre culture. Ça a commencé avec le Metasystémox, c'était aux alentours des années 1950. 1950-1960. C'est un produit qui était d'une violence extrême. Mais là, ça a commencé sérieusement. Depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Autrement, avant, ça n'existe pas. D'abord, il y a beaucoup de petits apiculteurs ou de moyens apiculteurs qui ont arrêté à cause de ça, et ils ont préféré arrêter. Avant, il y avait énormément de petites exploitations dans les campagnes. Tout le monde avait 3, 4, 5 ruches, ils faisaient leur provision de miel pour l'année, puis c'était fini. Maintenant, c'est terminé, ça. C'est fini, ça. Il y a environ 50 ou 60 ans, Saint-Rémy, c'était avant de devenir une région légumière et fruitière, c'était essentiellement que des fleurs, que des fleurs, que des fleurs. On avait de la marjolaine, on avait de l'oignon, on avait du chardon, on avait de tout. Et puis ces cultures de graines ont disparu, ça a été remplacé par des cultures légumières, et puis après du fruit, et là on est obligé maintenant de transhumer, chercher les fleurs pour... C'est notre travail. Curieuse bête. Ah ouais. La nuit, quand toutes les abeilles sont rentrées à la ruche, Jean et Rémi Brun transportent leur colonie. 16 heures de travail éreintant. 2 millions d'abeilles à déplacer sur plus de 200 km, des étangs de Camargue aux champs de lavande de la Haute-Provence. C'est un vrai stress pour les abeilles. Pourtant, les Bruns doivent faire cette transhumance 2 fois par an, à la fois pour protéger leurs abeilles des insecticides et pour leur apporter de nouvelles fleurs. Mais Jean et Rémi ont dû se confronter à une autre menace. En 1980, un nouveau fléau est arrivé en France qui détruisit les colonies. Les populations d'abeilles se sont mises à chuter. Durant les 30 dernières années, ce fléau a touché la plupart des ruches du monde entier. Au pôle abeille de l'INRA, Yves Lecomte affronte cet ennemi mortel de l'abeille. Je vous présente Varroa destructor, c'est un acarien qui tue les abeilles, qui tue nos abeilles. Il a été introduit en Europe dans les années 80. Il est présent partout dans les ruches. Il se dissémine extrêmement facilement d'une colonie à l'autre, d'une région à l'autre, etc. Les échanges et le commerce d'abeilles ont favorisé sa progression. L'arrivée du varroa en Europe est la conséquence des débuts de la mondialisation. Au début du XXe siècle, le transsibérien apporte l'Apis mellifera, une abeille plus productive, de l'Europe de l'Ouest vers la Sibérie et l'Asie, territoire de l'abeille Apis cerana. Mais l'abeille orientale est porteuse d'un parasite contre lequel l'Apis mellifera est sans défense. Quand l'Apis mellifera revient des années plus tard de l'Est vers l'Ouest, le parasite voyage avec elle. La commercialisation des reines et autres croisements d'abeilles à l'échelle mondiale a permis aux varroas de coloniser la totalité des ruchers en Europe, en Afrique et dans les Amériques. Même au nord de l'Europe, au fin fond de l'Écosse, le varroa destructor décime les ruchers. Il est arrivé ici en 1990 et depuis, il se propage en suivant les ouvrières de colonie en colonie à la vitesse de 8 km par an. Ici, il y a seulement 2 cadres d'abeilles vivantes. Je ne vois aucune larve ni aucun œuf. C'est mauvais signe. Cela signifie que la reine de cette colonie est morte pendant l'hiver. J'ignore pourquoi. Il s'agissait d'une jeune reine de moins d'1 an, alors à moins que j'intervienne, cette colonie est condamnée.
Varroa est un acarien parasite hématophage. Il est tout petit, 2 mm de diamètre environ. Il se fixe comme un petit crabe sur le corps de l'abeille pour lui sucer le sang. Ce faisant, il lui transmet n'importe quel virus qu'il peut être amené à transporter. Et c'est comme ça qu'il affaiblit l'ensemble d'une colonie. Les abeilles ont ensuite tendance à attraper les virus, et la reine, qui vit beaucoup plus longtemps que les autres, est généralement sévèrement touchée. Essayer d'éradiquer le varroa, c'est essayer de tuer un animal agrippé sur le dos d'un autre animal. Il faut trouver la dose qui tue l'acarien mais ne nuit pas à l'abeille. Le traitement habituel contre les acariens varroa repose sur des bandes insecticides qui ne tuent pas les abeilles mais le varroa. On en place 3 ou 4 dans chaque grande ruche en septembre, de façon à éliminer 99% des varroa. Mais il en restera quelques-uns. De cette façon, au printemps, la reine se réveillera entourée d'une ruche d'abeilles saines. Mais la population de varroa grimpera progressivement au cours de l'été. Au bout d'un moment, les produits chimiques se logent dans la cire et diffusent une dose faible mais constante de pesticides. C'est un cercle vicieux. Le parasite devient résistant, l'abeille s'affaiblit. Mais sans produits chimiques, la colonie meurt. En cherchant les faiblesses du varroa, les scientifiques ont dénoué les secrets du cycle de sa vie, intimement lié à celui de l'abeille. L'abeille se métamorphose pour devenir adulte. Elle passe de l'œuf à la larve, à la nymphe, avant d'émerger de l'alvéole. Le varroa se glisse dans l'alvéole de la larve et se reproduit. Les jeunes parasites se développent et s'accouplent avant que l'abeille adulte n'émerge. Les parasites accrochés à la jeune abeille infectent ainsi toute la ruche et le cycle est sans fin. Les parasites varroa sont dotés de grandes aiguilles au niveau buccal, un peu comme des aiguilles de seringue qui peuvent transmettre des virus. De plus, le varroa a dans sa salive une protéine qui, comme le virus du sida, s'attaque au système immunitaire des abeilles et permet donc aux autres virus de s'en emparer. L'arrivée du parasite varroa dans les années 80 a donc eu un impact réel sur la capacité des virus à se transmettre de colonie en colonie. Et c'est probablement la cause de la mort de la plupart d'entre elles. On accuse généralement l'acarien varroa, mais ce sont plus certainement les virus que ce dernier véhicule. Depuis 8000 ans, l'homme et l'abeille ont cohabité sans problème. Les abeilles avaient le temps de s'adapter aux petits changements initiés par l'homme. Mais la relation a tourné à la crise. Depuis 70 ans, l'homme a soumis les abeilles à la destruction de leur habitat, à des champs remplis de pesticides, à la transhumance, au varroa, à divers virus, et maintenant à une nouvelle maladie mortelle mais inconnue. N'importe lequel de ces nouveaux facteurs environnementaux pourrait être la cause de leur disparition. Comment l'abeille domestique peut-elle y survivre? On a dans l'ouest de la France des colonies d'abeilles qui résistent au varroa sans aucun traitement et qui se portent bien. Et donc on s'est aperçu qu'il y a un mécanisme qui est très fort dans la résistance des abeilles au varroa, c'est la capacité qu'ont les abeilles de détecter des alvéoles qui contiennent des nymphes parasitées avec de la petite famille varroa. Eh bien, quand ces abeilles résistantes détectent la petite famille varroa, elles détruisent tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'alvéole. Les abeilles, grâce à leur résistance, arrivent à contrôler la population des acariens varroa en tuant les nymphes infectées et en les éjectant de la colonie. C'est une véritable forme de coopération sociale. En quoi ces abeilles résistantes sont-elles différentes des millions qui meurent du varroa? On a des abeilles qui développent ce comportement, on a des abeilles qui, au contraire, ne le développent pas. Et avec les techniques d'études moléculaires récentes, on a pu identifier à peu près une trentaine de gènes qui s'expriment spécifiquement chez les abeilles qui ont la capacité de reconnaître la famille varroa. Les analyses génétiques plus poussées étant nécessaires, le professeur Lecomte contacte Gene Robinson, le leader de l'équipe qui a séquencé le génome de l'abeille en 2006. En France, mon collègue Yves Lecomte a identifié des souches d'abeilles plus résistantes que d'autres au varroa. Il a envoyé des échantillons de ces souches à mon laboratoire et nous avons analysé leur activité génétique grâce à la puce AND afin d'expliquer cette résistance. Et nous avons été agréablement surpris de découvrir que les principales différences entre les souches résistantes et celles qui sont plus sensibles étaient liées à l'activité génique associée au comportement.
La résistance au varroa est une forme d'immunité collective plutôt qu'individuelle. C'est ce qu'on appelle un comportement hygiénique. Comparé à d'autres insectes qui ont été séquencés, les abeilles ont moins de gènes d'immunité et de détoxification. Par elle-même, l'abeille est faible face aux pathogènes et aux poisons. En revanche, une forte disposition génétique pour la coopération sociale peut compenser en partie cette faiblesse immunitaire de l'individu. Les gènes suggèrent que les souches résistantes sont plus sensibles aux odeurs associées à la présence de varroa. Ce genre d'information peut faire avancer la recherche de stratégies de reproduction afin de générer des abeilles plus résistantes. Cette sélection d'abeilles sera une sélection tout à fait classique, c'est-à-dire on peut produire des reines, on peut produire des mâles, récolter le sperme des mâles et faire l'insémination des reines par le sperme de mâles sélectionnés. Et comme ça, on peut orienter notre sélection sur une abeille qui produira du miel et qui sera résistante au varroa. Mais est-ce aussi simple que cela? L'insémination artificielle est plus adaptée au laboratoire qu'au rucher. Les tsabos, père et fils, sont des reproducteurs commerciaux de reines. Et avec la mortalité grandissante des abeilles, les affaires marchent bien. Dans le monde entier, les scientifiques disent « On veut élever des abeilles résistantes aux acariens. Certaines résistent aux acariens. Comment y arriver ?» Créer des abeilles résistantes au varroa, c'est comme créer un mouton résistant au loup. C'est peut-être possible, mais très difficile, et on ne sait pas comment faire. Voilà un acarien varroa, le responsable de nombreuses morts d'abeilles. Je suis devenu producteur de reines parce qu'il y a des années, les acariens ont tué mes productrices de miel. C'est une manière de faire vivre l'abeille et d'utiliser son potentiel de reproduction. Les abeilles ont un potentiel de reproduction incroyable, et tant qu'on peut le maximiser, on peut garder une longueur d'avance. Mais ça nécessite un effort permanent. La vie de la colonie dépend de la reine. Elle est la mère de toutes les abeilles dans la ruche. Une suite d'ouvrières la toilette et la nourrit jour et nuit. Elle l'aide à pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. La reine émet un signal chimique, un phéromone, qui calme la ruche et l'aide à fonctionner. Mais la reine est au service de la colonie. Si son phéromone diminue ou si elle ralentit la production d'œufs, les ouvrières la tuent et mettent tous leurs efforts à élever une nouvelle reine. Car une colonie sans reine est condamnée. S'il est nourri de gelée royale, n'importe quel œuf peut devenir une reine. Et tout l'art de l'éleveur est de faire croire aux ouvrières qu'elles ont besoin d'une nouvelle reine. Ça, c'est la reine qui vient de sortir de son alvéole. Elle est acceptée par la colonie. Quand elle naît, elle n'a pas de phéromone de reine. C'est comme un fantôme. Les abeilles voient avec leur odorat et la reine n'a pas d'odeur. Elle tourne pendant plusieurs heures en développant ses phéromones pour que les ouvrières l'acceptent. La voilà. Elle est probablement prête pour son vol nuptial. Dans 11 jours, elle pondra des œufs. Il n'y en a qu'une par cage. C'est nécessaire, car si elle le pouvait, elles se battraient entre elles. Les reines valent entre 20 et 30 $ chacune en fonction de la quantité achetée. Si le client achète plus de 100 reines, ce sera 20 $ chacune. Donc une boîte comme celle-là coûtera 2080 $ à l'apiculteur. On peut faire 104 ruches avec une seule boîte. Le marché détermine les caractéristiques de l'abeille domestique. Les apiculteurs préfèrent des abeilles douces et productives. Et ce sont ce que les éleveurs produisent. Une centaine d'éleveurs fournissent les centaines de milliers de reines achetées et vendues chaque année en Amérique du Nord. Le résultat est une population d'abeilles de plus en plus uniforme. Ajoutez à cela que l'abeille domestique n'est pas endémique au continent américain. Elle n'est arrivée qu'au XVIIe siècle avec les premiers émigrants européens. Toutes les abeilles domestiques d'Amérique partagent un patrimoine génétique limité. Dès qu'il y a peu de diversité, une population est plus sensible aux maladies et aux problèmes. Cela pourrait contribuer à leur faiblesse. Nous ne pensons pas que c'est la cause du CCD ou du déclin des abeilles, mais cela pourrait être un de leurs points faibles. Si les abeilles dans le monde sont faibles face à la maladie, c'est en partie la faute de l'homme. En essayant de produire une abeille parfaite, on a risqué d'éliminer certaines qualités nécessaires à son adaptation.
Pour l'entomologiste Mark Winston, l'élevage intensif met l'avenir de l'abeille domestique en péril. Aujourd'hui, l'évolution de l'abeille domestique est contrôlée. Les apiculteurs font énormément d'élevage et fabriquent des reines qu'ils envoient dans le monde entier. Ce sont ces mêmes reines qui peuplent les colonies, constituant une grande partie de la ressource génétique actuelle. L'abeille est l'un de ces organismes qui, même domestiqués, était encore assez sauvage il y a peu. Ce n'est que dans les 20 ou 30 dernières années que les abeilles domestiques se sont éloignées du monde sauvage pour un univers bien plus sélectif et contrôlé. Bien avant que l'homme n'apparaisse, les abeilles s'étaient adaptées aux conditions locales de leurs divers habitats. Au nord de l'Europe, les abeilles ont appris à emmagasiner plus de miel en moins de temps pour survivre à des hivers plus longs. Nous avons 60 emplacements pour répartir les risques. L'abeille noire, plus agressive, s'est adaptée à ce rude climat de l'Écosse au fil des générations. Et Willie Robson a adapté son apiculture à leurs besoins. Mon père enseignait l'apiculture dans les années 50. Et je me souviens qu'il disait bon débarras quand des abeilles ne passaient pas l'hiver. Depuis, nous travaillons à partir du principe que si elles ne survivent pas à l'hiver, on n'y peut rien. Et nous avons réussi à obtenir des abeilles naturellement résistantes à toutes les maladies. Avec la progression du varroa, nous espérons qu'elles y résisteront aussi. Ce ne sera pas de mon vivant, mais probablement dans 50 ans. Les abeilles sont capables de s'adapter. En suivant ces méthodes traditionnelles, Willie Robson est devenu un des plus importants producteurs de miel en Écosse. Il a toujours fait confiance à la nature. Dès que vous commencez à les croiser pour les rendre dociles ou productives, vous éliminez toutes sortes de qualités nécessaires. Et ça, c'est un problème. Une fois que vous avez éliminé leur résistance à la maladie, ça ne se récupère jamais. Il faut alors utiliser des produits chimiques pour contrôler les maladies. Quand vous touchez à la nature, les problèmes arrivent vite. Et le problème vous coûte 10 fois plus que ce que vous pensiez. Un problème qui touche aux vivants, croyez-moi, c'est toujours un cauchemar. Dans un monde idéal, Willie devrait être un modèle. Mais il est déjà trop tard. Si les apiculteurs du monde entier décidaient aujourd'hui d'adopter une méthode aussi radicale que la résistance naturelle, la plupart de leurs abeilles mourraient et l'économie agricole mondiale s'effondrerait. Tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe si les abeilles domestiques disparaissent? Or, on n'a pas de remplacement actuellement. Un hectare de luzerne en fleurs, un hectare d'amandier en fleurs, c'est plusieurs millions de fleurs qui vont devoir être visitées par des abeilles, par des pollinisateurs, pour obtenir une pollinisation optimale. Et ça, on ne peut pas l'obtenir, même avec des colonies de bourdons, même si les bourdons sont plus efficaces que les abeilles domestiques pour certaines cultures. Ils ne vont pas pouvoir, une colonie de 50 bourdons lorsqu'elle est livrée, même 100 bourdons, par rapport à une colonie de 30 000 abeilles domestiques, bon, on n'est pas du tout au même niveau de population pour réaliser ce travail de pollinisation. L'agriculture s'est développée au cours des siècles dans un environnement avec une grande diversité de pollinisateurs. Les abeilles domestiques n'étaient que l'une des multiples espèces d'abeilles qui visitaient les cultures. Il y a encore 19 000 espèces d'abeilles sauvages sur notre planète. La plupart vivent des vies solitaires. Mais elles sont aussi en train de disparaître. En voilà une petite. J'ai recensé plus de 30 espèces d'abeilles dans mon jardin, et ça sans avoir à chercher très loin. Voici une halicte. Le déclin des abeilles sauvages est documenté depuis 1992, mais il est difficile à évaluer, personne n'ayant recensé les populations avant cette date. Différentes espèces de bourdons qui étaient assez communs se sont tout simplement volatilisés. On peut encore en trouver dans des endroits isolés, comme dans les montagnes du Colorado ou le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Mais on n'en trouve plus dans des endroits où ils constituaient près de 30% des abeilles. Ils ont complètement disparu. Lawrence Packer dirige le plus grand laboratoire d'études des abeilles sauvages au monde.
Les abeilles sauvages pollinisent la plupart des fleurs sauvages. Donc imaginez les conséquences si les fleurs sauvages cessaient de se reproduire. Il n'y aurait plus de fruits ni de baies pour nourrir les oiseaux, plus de noix, etc. pour nourrir les ours. Les écureuils n'auraient rien à manger. L'écosystème dans son ensemble n'aurait plus rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui si les abeilles disparaissaient. La plupart des abeilles sauvages sont des pollinisateurs très spécialisés. Certaines ne se nourrissent que d'un seul type de plante. Si l'abeille disparaît, la plante disparaît. You see it all the way up there? Il ressemble à une guêpe, ouais, mais c'est une abeille. Un antidium, c'est une mégachilidée. Donc ça, c'est un bourdon terrestre, Bombus terrestris. Tu as un autre bourdon ici. Il y a une diversité de plantes ici, à laquelle correspond une diversité d'abeilles. On a une communauté de plantes, une communauté d'abeilles. Si on modifie un élément du système, c'est tout le système entier qu'on modifie. Les deux ont coévolué ensemble, et les deux peuvent périr ensemble. Les abeilles sauvages ne sont pas infectées par le varroa, ou les virus qui déciment les abeilles domestiques. Mais toutes les abeilles sauvages et domestiques sont victimes d'un fléau commun et non identifié. L'impact de la perte des pollinisateurs dépasse le problème de notre alimentation. Pour Paul Ehrlich, fondateur de la science de la coévolution, les abeilles ont la tâche de maintenir la vie sur Terre. C'est terrifiant de voir les abeilles et les autres pollinisateurs si mal en point, car ils sont ce qu'on appelle des liens mobiles. Ils se déplacent et connectent les choses dans la nature. Quand ces connecteurs ne vont pas bien, c'est mauvais signe. L'un des aspects les plus importants du fonctionnement de l'évolution, qui a permis l'apparition des organismes qui peuplent la planète, qui nous permet de subsister et qui a donné naissance à notre propre espèce, c'est qu'il n'obéit pas uniquement à des pressions physiques et environnementales comme le froid, le vent, mais aussi à des pressions exercées par d'autres organismes. Les plantes et les abeilles ont évolué ensemble au fil du temps pour que les abeilles puissent se nourrir des plantes et que les plantes puissent être fécondées par les abeilles. Ces mécanismes coévolutifs complexes sont parmi les aspects les plus importants du processus d'évolution. Ce ne sont pas seulement les abeilles et les fleurs qui ont évolué ensemble. La coévolution fonctionne comme un réseau. Il existe une créature qui a un impact sur tous les autres êtres vivants. L'homme. C'est la première fois dans l'histoire de notre planète que l'étendue des activités humaines empiète autant sur le système naturel. Et c'est aussi la première fois que la civilisation humaine dans son ensemble risque de s'effondrer. Nous allons peut-être disparaître à cause des abeilles. Il y a un endroit sur Terre où tous les éléments de cette catastrophe ont été réunis. Un lieu manipulé aux dépens de la nature. Un lieu où la monoculture a remplacé la biodiversité. C'est une écologie totalement dépendante des caprices de l'homme. Voici la vallée centrale de la Californie à la fin de février, quand 300 000 hectares d'amandiers doivent être pollinisés. 36 milliards d'abeilles sont nécessaires. C'est la plus grande migration animale au monde. Sans les abeilles, la pollinisation par le vent produirait 10 kg d'amandes par hectare. Avec les abeilles, les amandiers produisent 700 kg par hectare, soit 70 fois plus. 80% des amandes au monde sont cultivées ici. C'est toujours l'hiver, mais les arbres viennent du Moyen-Orient. Ils fleurissent un mois avant que le printemps n'arrive en Californie. Les amandes de Californie sont un exemple emblématique. Actuellement, la moitié des colonies du pays est transportée en Californie pour la pollinisation des amandes. On estime que 86% du nombre actuel de colonies sera transporté en 2012. Si le nombre de colonies décroît au rythme actuel, on pourrait avoir besoin de faire appel à toutes les colonies du pays pour la pollinisation en Californie. Vous savez, les amandes rapportent plus à l'économie californienne que le raisin et le vin. Il y a donc un besoin réel d'abeilles. Comment les producteurs d'amandes obtiennent-ils des abeilles? Ils appellent un petit bureau encombré dans la ville de Bakersfield, où Joe Traynor a passé 40 ans à mettre en relation apiculteurs et producteurs. Joe Traynor est un négociant en abeilles.
Lorsque j'ai démarré dans les années 60, il y avait suffisamment d'abeilles en Californie pour couvrir toute la superficie, à savoir 50 000 hectares environ à l'époque. Le coût d'allocation était de $3 pour une colonie. Mais depuis, les superficies ont augmenté. On en est à 325 000 hectares aujourd'hui. Et il n'y a plus suffisamment d'abeilles en Californie pour tout polliniser. Alors, on en fait venir de l'étranger. Le coût du transport a fait grimper les prix. C'est maintenant entre 130 et $200 l'allocation. Avec le syndrome d'effondrement des colonies, c'est aussi beaucoup plus difficile d'avoir une colonie résistante pour les amandes. Joe Trainer promet aux apiculteurs un bon prix pour la location de leurs ruches et il promet aux producteurs d'amandes des ruches en pleine santé pour une pollinisation efficace. Mon travail consiste à obtenir le plus d'amandes possible sur ces arbres. 700 kg par hectare n'est qu'un début. Nous aimerions en avoir plus. Quand les abeilles arrivent, nous les inspectons. Nous payons une prime aux apiculteurs dont les colonies sont meilleures que ce que nous attendions. Mais nous les payons moins si c'est l'inverse. Quand cela arrive, ils ne reviennent pas l'année suivante. Déjà parce qu'on ne les veut pas et parce qu'ils ont peur d'être à nouveau pénalisés. Mon boulot est de mettre l'abeille sur le chemin de la prospérité, de déterminer là où elle sera la plus efficace. Il faut que je pense comme une abeille, il faut que je pense aux ressources disponibles. Je suis sous contrat, donc je suis guidé par l'amélioration du profit. Vous entendez? Pour John Miller, le bruit des abeilles est le bruit de l'argent. Je veux les voir voler. Voyons ce que mes danseuses sont en train de faire. Regardez cette fleur, vous la voyez? Elle vient de s'ouvrir. Les grains de pollen sont juste là, dans la partie fleurie. Celle-là s'est ouverte hier. Elle a déjà été butinée. Vous voyez la différence entre les deux? Le pollen a été fouillé, poussé, remué par l'abeille qui s'est affairée dans la fleur. John Miller est l'un de ces quelques dizaines d'apiculteurs industriels qui gardent ces ruches en mouvement perpétuel. Ces abeilles voyagent sur des dizaines de milliers de kilomètres chaque année pour polliniser des cultures dans tout le pays. Certaines années, la pollinisation nous rapporte plus. On gagne de l'argent avec les amandes. Puis les abeilles vont dans l'État de Washington pour les pommiers. On peut donc faire des bénéfices avec ces deux produits. Mais les pommes rapportent beaucoup moins que les amandes. Ensuite, on fait du miel dans le Dakota du Nord. Certaines années c'est sec, d'autres fois pluvieux. Certaines années il fait chaud, d'autres il fait froid. C'est ça l'agriculture. Vous lancez les dés chaque année. Un agriculteur doit savoir accepter les risques. Certaines années sont bonnes, mais d'autres sont terribles. Mais pour les abeilles, même une bonne année est terrible. Il y a le stress du transport, de la réorientation, les changements de nourriture, de climat, les médicaments, les infections. Elles n'ont aucun moyen de s'adapter. On va devoir stimuler les ruches. On est au cœur de l'hiver et on essaie de tout faire pour qu'elles soient bourrées d'abeilles. Parce qu'alors, elles auront la force de butiner une grande quantité de fleurs. Et ici, tous les arbres fleurissent en même temps. Bingo. Baby. Un apiculteur itinérant peut gagner jusqu'à 75% de son revenu annuel en tout juste 3 semaines de pollinisation d'amandiers. Mais cela veut dire pousser ses abeilles au-delà de leurs limites. Pour entretenir les ruches, quand l'une d'entre elles est en mauvais état ou si une reine est malade, on supprime la vieille reine, on ajoute du couvain ou des œufs ainsi qu'une nouvelle reine. C'est comme ça qu'on obtient une nouvelle ruche. Avec plus de 600 millions d'abeilles, Ron Spears est l'un des apiculteurs les plus importants au monde. Il y a 7 à 10 ans, les reines pouvaient faire 2 saisons. Avec les acaricides que nous mettons dans les ruches, les déplacements permanents et les longues saisons qu'on leur impose, la reine continue à pondre 10 ou même 11 mois par an. Les reines sont tout simplement épuisées. C'est du bétail, comme les chevaux ou les bovins. Et elles finissent par ne plus arriver à pondre les 1500 à 2000 œufs qu'elles doivent produire chaque jour pour maintenir une colonie d'abeilles en bonne santé. Les ouvrières la nourrissent. Elle ne peut pas survivre sans elle. Ron Spears achète ses reines à Hawaï, 7 à 8 000 par an. Avec la pollinisation à échelle industrielle, la relation des abeilles avec l'espace et les saisons a été brisée. Ces immenses monocultures qu'elles pollinisent sont des paysages artificiels et éphémères.
Sur ces 16 000 hectares, on n'a que des amandiers. Dans une semaine, cette surface sera comparable à un désert pour les abeilles. La pollinisation des amandiers est un processus étonnant. On lance 2 essaims par portion de 4000 mètres carrés. La période de floraison est très courte et le verger très productif. Ce n'est pas l'environnement naturel de l'abeille. On la lâche dans cet espace créé par l'homme. Elle prospère tant que le nectar et le pollen sont disponibles. Et ensuite, il n'y a plus rien. Chaque année, Frank Eischen, du département américain d'agriculture, se sert de cette énorme concentration d'abeilles pour étudier les questions de nutrition. Ça, c'est le pollen de la journée. Il y a du bleu, on ne sait pas trop ce que c'est. On a aussi du jaune, du blanchâtre, mais la teinte prédominante, c'est le marron. Nous devons déterminer la quantité de pollen d'amande. Nous employons une méthode appelée acétolyse, qui permet de nettoyer le pollen. Nous pouvons comptabiliser les différents types de pollen que les abeilles apportent. C'est la vraie mesure de ce qu'elles font dans ces arbres. Même au milieu de l'abondance, les abeilles peuvent dépérir. Dans un milieu naturel, de multiples plantes fleurissent en même temps, apportant une riche variété de pollen et de nutriments. Mais ici, les abeilles n'ont guère le choix. Il n'y a qu'une seule source de pollen. La monoculture d'échelle est très répandue dans l'agriculture américaine. Cela peut poser problème, notamment si les micronutriments sont présents en faible quantité, voire absents de l'alimentation des abeilles, du pollen dont elles se nourrissent. Elles peuvent avoir des carences. Il faut donc mettre en place un système d'alimentation riche en protéines, en graisses, en vitamines et en minéraux de bonne qualité pour les colonies, afin qu'elles se développent rapidement et qu'elles atteignent la taille requise pour la pollinisation des amandes. Cette méthode de gestion des colonies est nouvelle. Ce métier s'apparente de plus en plus à l'élevage de cochons ou de poulets parce qu'il faut nourrir les abeilles. On ne se contente plus de les lâcher dans la nature et de les laisser se nourrir par elles-mêmes. Nous sommes contraints de travailler comme des éleveurs de bétail. C'est une ruche qui a déjà été traitée. Voilà une pâtée nutritionnelle, un sac de menthol, et ça c'est du Tylan, un antibiotique. Cette science-là, qui se prétend au service de l'abeille, est en vérité une science au service d'un système qui l'exploite jusqu'à la mort. Si les abeilles doivent être nourries et bourrées de médicaments, c'est parce qu'elles ont été placées dans un environnement où il leur est impossible de s'adapter. Il faut les nourrir de façon à les stimuler pour qu'elles soient fortes. Si on ne les stimule pas avant la floraison, elles ne sont pas suffisamment efficaces au moment où la floraison commence, mais plutôt vers la fin. C'est un autre genre d'apiculture. Je ne leur reproche pas, c'est la nature de leur business. Mais chaque pas qu'ils font est dangereux. Je ne veux pas être mêlé à ça. C'est pas de l'apiculture, c'est un champ de mine. C'est triste, non? Les abeilles viennent de différents États. C'est un peu comme si on réunissait du bétail en provenance de 35 ou 40 États dans le même parc d'engraissement. L'exposition aux maladies, aux virus et autres est énorme. Nous, on vient, on installe nos ruches, on lâche les abeilles et on s'en va. Tous les maux de l'abeille sont réunis ici. Les parasites et les virus prolifèrent. Le rythme des saisons n'existe plus. La terre est saturée de pesticides, fongicides et fertilisants chimiques. C'est un enfer pour les abeilles. C'est chez ces apiculteurs industriels que le syndrome d'effondrement des colonies est apparu. Nombreux sont les chercheurs qui pointent cette combinaison de gestion agressive et d'environnement très dégradé comme une des causes possibles du CCD. Les apiculteurs savent que les colonies peuvent tout simplement dépérir et mourir. Pour moi, les abeilles sont une merveille de la nature. Je pense qu'elles sont affectées par ce mode de culture. Quand on voit tout ça, on se demande comment ça peut leur nuire. Toutes ces fleurs, ça ne peut être que bénéfique pour elles. Je ne peux pas me permettre de renoncer à la pollinisation des amandiers. Mais je pense que cet endroit est toxique. C'est incroyable qu'elles tiennent le coup dans des conditions aussi extrêmes. Si les abeilles survivent ici, c'est parce qu'elles ne restent pas longtemps et parce que la pollinisation des amandiers est un système bien rodé.
C'est un équilibre fragile, raccommodé année après année, pour gérer les risques de famine, de contagion et maintenant de disparition soudaine des abeilles. Médicaments à outrance, miel artificiel, pollen artificiel, gardent les abeilles artificiellement en vie. La vallée centrale de la Californie est un lieu si extrême que l'on se croirait sur une autre planète. Mais plus près de chez nous, comme dans la campagne du sud de l'Allemagne, les abeilles vivent un cauchemar. En mai 2008, dans le Baden-Württemberg, les machines qui plantaient des semences de maïs traitées aux pesticides ont soulevé un nuage de poussière. Ce nuage contaminé s'est déposé sur les bourgeons de pommiers et les champs de colza en fleurs. 11 500 colonies ont été détruites, 330 millions d'abeilles. Le matin, quand on est allé voir les abeilles de bonne heure, il y en avait énormément de mortes. Et toute la journée, les autres abeilles ont emporté ces cadavres. Parce que normalement, une abeille ne meurt jamais dans la ruche. Les abeilles font comme les Indiens. Elles quittent leur tribu pour aller rejoindre les terres de chasse éternelles. Elles quittent la ruche pour aller mourir. Il est très rare que des abeilles meurent dans la ruche. Ça n'arrive qu'en cas de maladie ou d'empoisonnement. Christoph Koch est un des 700 apiculteurs touchés. Il a perdu 70% de ses abeilles. Le coupable ne tarde pas à être connu. C'est un pesticide, le Poncho Pro, contenant un agent actif, le clothianidine. Il rapporte 237 millions d'euros de chiffre d'affaires à la société agrochimique Bayer. Poncho Pro est appliqué directement sur la graine de maïs plutôt que pulvérisé pendant la croissance de la plante. C'était la première fois qu'Horst Korkel et les autres fermiers du coin utilisaient ce produit dans leurs champs. Au cours de l'automne et de l'hiver, l'administration nous a recommandé de traiter les semences pour l'année 2008 avec du Poncho Pro ou d'acheter des semences pré-traitées afin d'éradiquer la chrysomèle du maïs ou de l'empêcher de progresser et par là retarder autant que possible, voire minimiser les dommages. Nous ne savons plus sur quel pied danser. D'un côté, ça nous a été recommandé, et voilà maintenant que les apiculteurs sont après nous à cause de leurs abeilles. Le clothianidine fait partie d'une nouvelle famille d'insecticides, les néonicotinoïdes, qui attaquent le système nerveux des insectes. Le traitement au Poncho Pro avait été supervisé par le ministre régional de l'Agriculture, Peter Hauck, qui coordonne l'enquête sur cette soudaine mortalité d'abeilles. Cet insecticide est très efficace contre les insectes nuisibles, et donc aussi bien sûr contre les abeilles. S'il a été catégorisé comme sans danger pour les abeilles, c'est parce que le maïs traité se trouvant dans le sol, il semble peu probable que les abeilles arrivent jusqu'à lui. L'utilisation correcte du produit rentre aussi en ligne de compte. Or, certains faits semblent justement indiquer, et c'est la piste que nous suivons actuellement, parallèlement à la question du dédommagement, que les semenciers n'auraient pas correctement effectué l'enrobage, c'est-à-dire que l'agent adhésif utilisé pour fixer l'insecticide au grain de maïs aurait été défectueux. Tout semble a priori clair. Ce serait un simple accident. Mais au cours de l'analyse par le laboratoire d'État, des résultats embarrassants apparaissent. Jusqu'ici, nous avons trouvé que les abeilles ont une teneur en clothianidine d'environ 1 nanogramme par abeille. Or, le seuil de toxicité pour une abeille est de 4 nanogrammes. Les abeilles autopsiées contiennent des doses de clothianidine 75% en dessous du seuil de mortalité officiellement établi. Il est probable que, dans les circonstances données, cette substance soit en réalité plus toxique qu'on ne l'avait cru. C'est un point à éclaircir. Les résidus de clothianidine sont retrouvés dans la cire et le pollen. Le Bureau fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire prend une décision exceptionnelle. Suspendre, au nom du principe de précaution, l'autorisation d'utiliser le Poncho Pro dans l'enrobage des semences de maïs et de colza. Bayer ne reconnaît pas sa responsabilité, mais paie néanmoins 2 millions d'euros de compensation aux apiculteurs. Plus rien n'est dit sur les résultats inattendus du laboratoire de toxicologie. Mais de l'autre côté de la frontière, les apiculteurs sont certains que cette nouvelle famille de pesticides tue les abeilles, et pas par accident. Ça a été un très très gros combat des apiculteurs en France, puisqu'on a été en plus le premier pays qui a été touché par ces problèmes-là. D'ailleurs, dans les années 95, 96, 97, on parlait même du mal français des abeilles. Et donc, on cherchait les causes de nos problèmes de mortalité d'abeilles. À partir de 1994, les apiculteurs français voient soudainement leurs abeilles disparaître au moment de la floraison des tournesols. Les récoltes de miel diminuent de 60%.
quelque chose avait changé. Cette même année, Bayer avait introduit un nouveau pesticide néonicotinoïde systémique pour le traitement des tournesols, le gaucho, qui allait devenir leur produit le plus rentable. 556 millions de chiffres d'affaires par an. Les apiculteurs se battent pendant des années et réussissent enfin à se faire entendre par les plus hautes instances de l'État. L'INRA, le CNRS, le CETIOM, plusieurs organismes de recherche ont travaillé sur ce sujet. Le ministère a mis en place un comité scientifique et technique composé d'experts, où les apiculteurs n'ont pas participé. Et ces 15 experts ont pris tous les dossiers scientifiques, toutes les études, ont fait un protocole pour savoir si elles étaient sérieuses et si on pouvait les prendre en compte, au niveau de la répétabilité, au niveau de la pertinence des analyses, etc. Et sur les 500 ou 450 ou 500 études, ils en ont gagné peut-être 150 ou 200. Et puis, ils ont observé les différents scénarios, comment l'abeille était exposée. Et ils ont conclu à un risque significatif pour les abeilles. Le gaucho, utilisé sur le maïs et sur le tournesol, est un néonicotinoïde, comme le Poncho Pro. Ce sont des pesticides systémiques qui sont placés sur la semence. Ils se diffusent à l'intérieur de la plante pendant sa croissance. Bayer affirme que le produit est inoffensif pour les abeilles, car son agent actif, l'imidaclopride, ne contamine ni le pollen ni le nectar. Mais des chercheurs de l'INRA trouvent des résidus de pesticides dans le pollen et le nectar de tournesol. Et des études de laboratoire démontrent que des doses aussi infimes que 3 parties par million d'imidaclopride affectent les abeilles. Face à ces contradictions, le ministère de l'Agriculture suspend le gaucho au nom du principe de précaution en 1999. La suspension est ensuite étendue à un autre neurotoxique, le régent, du groupe BASF Agro. Les suspensions pour le gaucho et le régent sont toujours en vigueur. Aujourd'hui encore, les firmes ne reconnaissent pas la toxicité de ces produits. Mais le problème s'est décalé, parce qu'à l'époque, il n'était qu'en France. Après, il est arrivé en Allemagne, il est arrivé en Italie, il est arrivé en Espagne. Et à mesure que le produit s'est répandu dans le monde, partout, il y a eu les mêmes problèmes. L'évolution a été majeure et très insidieuse, en fait. Le public a l'impression qu'on n'utilise plus de pesticides. On ne voit plus dans les champs de pulvérisateurs avec des rampes de pulvérisation absolument énormes, ces nuages que tout le monde a vus dans des films, et ainsi de suite. Et donc, on a l'impression que dans nos campagnes, c'est merveilleux, on n'utilise plus de pesticides. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que ces pesticides ont une toxicité suffisamment importante pour que quelques milligrammes déposés au niveau de la semence suffisent à rendre toxique l'ensemble de la plante, même au stade floraison. Et donc, toute la faune pollinisatrice, là, c'est pas spécifiquement l'abeille domestique, c'est vraiment toute la faune pollinisatrice, dès l'éclosion de la larve, en fait, pendant toute sa vie, va être alimentée avec une nourriture contaminée. Mais la toxicité des néonicotinoïdes ne s'arrête pas à la seule contamination du pollen et du nectar. En 2009, des chercheurs italiens trouvent que des plants de maïs traités exudent des doses létales de pesticides dans une sorte de sève liquide qui se forme à l'extérieur de la plante. Ces gouttelettes sont jusqu'à 1000 fois plus toxiques que du nectar contaminé. Une abeille qui boit ce liquide meurt en quelques minutes. Bayer répond qu'il n'y a aucune preuve que les abeilles puissent être en contact avec ce liquide dans la nature, car produit par la plante au lever du jour, il s'évapore avant que les abeilles ne commencent à butiner. Bayer estime aussi que des expériences faites en laboratoire ne sont pas représentatives de ce qui se passe dans les champs. Les études en plein champ sont en effet difficiles. Les abeilles butinent sur une superficie de 3 km² autour de la ruche, visitant plusieurs centaines de fleurs par jour. Dans ces conditions, comment les étudier et suivre leurs mouvements? Le professeur Randolph Menzel a mis au point un système de détection par émetteur et radar, afin d'étudier la capacité d'apprentissage et de mémorisation des abeilles. Les scientifiques savent depuis longtemps que les abeilles communiquent entre elles en pratiquant une espèce de danse. Les mouvements de l'abeille danseuse indiquent la distance et la direction de la nourriture. Si les autres abeilles sont convaincues que l'information est bonne, elles iront en trouver la source. Une abeille est dressée à aller butiner une première source de nourriture. De retour à la ruche, cette abeille se retrouve en contact avec une abeille danseuse qui indique une autre direction. À la sortie de la ruche, l'abeille est équipée avec un émetteur et elle doit donc faire un choix. Va-t-elle visiter le point A, la première source qu'elle a mémorisée, ou le point B, la source indiquée par la danseuse? Sa décision est suivie par radar. Incroyablement, l'abeille va aller au point A, puis directement au point B, sans avoir à repasser par la ruche. Elle navigue donc comme si elle s'était construite une carte en juxtaposant sa propre expérience et les informations reçues dans la ruche.
C'est une découverte étonnante, parce que cela signifie que les informations données par cette danse symbolique sont presque aussi importantes que celles qu'elles apprennent toutes seules. C'est un comportement très sophistiqué, mais aussi très vulnérable, car une perte de la mémoire ou de l'orientation peut être catastrophique, et pas seulement pour l'abeille individuelle. Ça y est, c'est bon, elle est sortie. Dans ce champ, nous avons fait l'étude d'une substance qui était développée par une compagnie pharmaceutique. Je ne peux pas vous donner son nom. Et nous avons observé que cette substance affectait le système muscarini-cholinéaire et handicapait les insectes au point qu'ils ne pouvaient plus naviguer. Les pesticides peuvent empêcher la formation de la mémoire. Et sans cette mémoire, l'abeille ne peut pas rentrer à la ruche et la colonie dans son ensemble risque de s'effondrer. Or, n'est-ce pas justement ce qui s'est passé aux États-Unis avec le CCD? Des recherches à l'INRA indiquent que les néonicotinoïdes ont des effets différents selon le dosage. Une exposition répétée, même avec des doses infimes, peuvent avoir des résultats inattendus. Avec ces pesticides, il n'y a pas de seuil de tolérance pour la mortalité. Le toxicologiste Luc Belzins a fait partie de la commission des toxiques qui a enquêté sur le gaucho. Il étudie ces pesticides dernière génération depuis près de 15 ans. Il est très difficile de voir des effets comportementaux, par exemple chez un insecte qui est en train de mourir. En revanche, quand on diminue les doses, on ne voit plus le phénomène létal, c'est-à-dire la mortalité, mais on peut commencer à voir apparaître d'autres effets. Et ces effets, on les appelle des effets sublétaux, sub qui veut dire en dessous, et en dessous donc du phénomène létal, c'est-à-dire en dessous de la mortalité. Sur la base de nos études, nous pouvons dire maintenant que le comportement d'un toxique dans un organisme n'est pas forcément celui attendu. Lorsque les doses sont répétées, le toxique n'induit pas une mortalité dans le sens attendu, c'est-à-dire que les fortes doses ne sont pas forcément les plus toxiques et qu'on n'est pas forcément protégé par les faibles doses. La question qui se pose maintenant, c'est de se dire si ce phénomène qui a été démontré chez l'abeille n'est pas extrapolable à l'homme. Ces effets sublétaux sont source d'intoxication du système nerveux. Une perte de la mémoire ou une paralysie temporaire sont catastrophiques pour les abeilles domestiques ou sauvages. Un empoisonnement aux pesticides, à un niveau sublétal, serait-il la cause de la disparition des abeilles? L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments publie un rapport sur la mortalité des abeilles au printemps 2009. Aboutissement de plusieurs mois d'enquête, il devait donner des réponses définitives. À la surprise générale, ce rapport remet en cause la validité des études scientifiques qui ont permis la suspension du gaucho 10 ans plus tôt. Le rapport de l'AFSA, personnellement, m'a laissé extrêmement perplexe. Il ne prend pas en compte le fait qu'antérieurement, en France, le ministère de l'Agriculture a décidé d'interdire l'enrobage des semences de tournesol et après de maïs avec de l'imidacloprid, et ça n'a pas été fait au hasard ou sur un coup de tête, ça a été fait sur la base des conclusions rendues par une commission d'études qui a examiné tous les rapports scientifiques. Donc considérer que ces éléments ne sont pas forcément valides aujourd'hui me semble un petit peu surprenant. Si le rapport énumère près de 40 causes possibles, qui vont des oiseaux aux araignées, en passant par divers pathogènes ou bactéries, l'impact des pesticides est tout en bas de la liste. Et bien sûr qu'il y a de multiples causes. Mais il y a une hiérarchie sur ces causes, dans ces causes. Je dirais que les 2 ou 3 principales causes sont bien sûr, et oui, les pesticides, et également les problèmes de pathologie, de sanitaire, également l'évolution de l'agriculture au niveau des ressources mises à disposition des abeilles, ça c'est vrai. Mais il y a des éléments sur lesquels on peut agir rapidement et d'autres sur lesquels on ne peut pas. Et dans le Lot-et-Garonne, par exemple, quand on a retiré le gaucho, sur tournesol et sur maïs, les apiculteurs ont retrouvé leur colonie comme 10 ans auparavant, sans problème, avec les populations, des récoltes, etc. Les apiculteurs se sentent trahis, d'autant que malgré leurs protestations, l'AFSA vient d'autoriser l'homologation d'un nouveau néonicotinoïde, le Cruiser. À l'automne 2009, la recherche française semble enlisée dans la controverse, les diverses institutions nationales étant arrivées à des constats divergents à propos de la crise des abeilles. Pendant ce temps, aux États-Unis, les travaux d'un des chercheurs sur le CCD, Marianne Fraser, prend un nouvel élan. La série de tests sur l'action des pesticides dans des ruches en plein champ, qu'elle conduit depuis plusieurs mois, montre que les abeilles sont continuellement exposées à de nombreux polluants chimiques. Et ce ne sont pas seulement les abeilles adultes qui sont affectées.
Au début, nos questions étaient, retrouve-t-on tous ces pesticides dans la ruche, dans la nourriture des abeilles, dans la cire qu'elles fabriquent? La réponse est oui. Oui, ils sont dans la ruche. Dans certains échantillons de pollen, nous avons retrouvé jusqu'à 31 pesticides différents. En moyenne, nous en avons trouvé 6 par échantillon. En fait, les abeilles sont de très bonnes sentinelles de l'environnement. Elles attrapent à peu près tout ce qui se trouve dehors. Nous avons tendance à penser que les pesticides que nous disséminons dans la nature disparaissent. Et de toute évidence, c'est faux. Le séquençage du génome a révélé que les abeilles ont une faiblesse génétique immunitaire, mais aussi une faiblesse génétique pour la détoxification. Elles sont donc pratiquement sans défense face aux pesticides. Les interactions des différents produits chimiques retrouvés à l'intérieur de la ruche sont un danger d'une ampleur encore inconnue pour les abeilles. Nous avons les premières preuves qui montrent que les pesticides, lorsqu'ils sont combinés, ont un effet toxique en synergie. C'est-à-dire que 2 ou 3 pesticides contenus dans du pollen ingurgité par les abeilles ont un effet décuplé. Mais nous avons aussi découvert que certains pesticides et fongicides peuvent agir en synergie. C'est-à-dire qu'ils deviennent beaucoup plus toxiques quand ils sont pris ensemble plutôt que séparément. Automne 2009, au congrès d'Apimondia à Montpellier, le rôle des pesticides reste controversé. Un consensus s'est formé sur la réalité de causes multifactorielles, une combinaison de pertes d'habitat, de maladies, de parasites et de polluants chimiques. Mais comment tous ces éléments interagissent ensemble reste un mystère. Quasiment impossible à vérifier expérimentalement. Mais une nouvelle circule dans les couloirs. Une étude, pas encore publiée, démontrerait une synergie entre une des maladies et un pesticide. Ses auteurs sont américains, Jeff Pettis, du département américain d'agriculture, et son co-auteur, Dennis von Engelsdorp. Nous avons découvert que les concentrations de virus sont beaucoup plus importantes chez les abeilles atteintes du CCD. Mais puisque nous n'avons pas trouvé de virus ou de pathogènes consistants, ça veut dire qu'il y a un autre facteur. Un facteur qui détruit leur système immunitaire et les rend plus vulnérables à la maladie. L'autopsie des abeilles atteintes du CCD avait révélé au moins 4 types de virus par abeille. Les abeilles étaient aussi infectées par une maladie fongique, soupçonnée d'avoir détruit des milliers de colonies en Espagne, le Nosema serrana. J'ai récemment mené une étude en collaboration avec Dennis et d'autres scientifiques. Nous avons exposé des colonies à une faible concentration d'insecticides néonicotinoïdes et nous leur avons inoculé le Nosema, un parasite qui s'attaque au tube digestif de l'abeille. On a constaté une hausse du taux de Nosema comme réponse directe au faible dosage de néonicotinoïdes, ce qui n'a pas été le cas des abeilles qui avaient simplement été nourries de protéines. Tu as constaté cet effet avec une très faible concentration de pesticides. Et c'est toute la question. S'il y a un effet avec une si faible dose, on ne l'aurait pas découvert au cours de notre recherche, parce que le taux était inférieur au seuil de détection. On savait que les abeilles étaient exposées parce qu'on les avait exposées. Mais sans ça, tu n'aurais jamais su qu'elles l'avaient été. La conclusion est que ce sont les interactions qui sont probablement la clé. La santé de l'abeille est très complexe et ces interactions avaient été ignorées jusqu'à présent. Mais là, nous manipulons un pesticide et un pathogène et nous voyons clairement l'interaction. Ces conclusions sont confirmées par la publication en décembre 2009 d'une étude de laboratoire d'Yves Lecomte et Luc Belzins de l'INRA. Même à des niveaux indétectables, les pesticides néonicotinoïdes affaiblissent l'immunité de l'abeille. Si ceci est la réponse au mystère du déclin des abeilles, alors la simple élimination de ces pesticides pourrait les sauver. Ou bien est-ce trop tard? Comment quantifier ou contrôler des pesticides qui polluent le sol à des niveaux indétectables? Comment en confirmer l'élimination? L'agriculture industrielle a besoin de milliards d'abeilles, mais les abeilles ne peuvent survivre dans l'environnement qui résulte de l'agriculture. Quel choix nous reste-t-il? Et qui fera ce choix? Pour le moment, les abeilles sont devenues des ouvrières jetables. Mais l'industrie et une certaine science ont déjà prévu que le futur sera un monde sans abeilles. Il est possible d'identifier des formes de gènes qui donneraient des avantages spécifiques. Puis d'utiliser la manipulation génétique pour implanter ces gènes dans l'abeille. Bien sûr, c'est une science très nouvelle. Mais nous devons faire très attention avec ce genre d'approche, car nous savons que les gènes ont des fonctions multiples. Il n'existe pas de gène qui ne fait qu'une seule chose.
Les outils sont là pour fabriquer des abeilles qui seront plus productives dans notre environnement agricole. Mais nous devons avancer prudemment. Il y a des solutions technologiques et mécaniques pour continuer à offrir un service de pollinisation. Il pourrait y avoir des robots abeilles dans le futur. Je pense que nous n'avons pas suffisamment exploité les possibilités technologiques. Nous avons trop négligé la question de la pollinisation. En termes de biologie et de technologie, il nous reste beaucoup d'options. Il faut juste pouvoir les développer. Est-ce donc la solution? Des super abeilles génétiques ou des abeilles robots? Mon point de vue, et celui de nombreux scientifiques, est que notre plus gros problème au niveau mondial, c'est que nous avons fait l'erreur d'opter pour une agriculture technologique avec un développement et une surintensification de la monoculture sur une trop grande partie de la planète. Nous n'avons pas fait attention à la diversité génétique des cultures, et nous avons tellement abusé des fertilisants et des pesticides que nous avons aggravé nos problèmes. Les plus grands dégâts écologiques dont l'humanité est responsable sont liés à l'agriculture. Autrefois, les mineurs apportaient un canari dans une cage quand ils descendaient sous terre. Si l'oiseau mourait, les mineurs savaient que l'air de la mine était devenu dangereux. Les abeilles sont bien plus sensibles aux poisons environnementaux que les humains. Elles sont des sentinelles de l'environnement. Quand le canari mourait, les mineurs évacuaient la mine. Aujourd'hui, les abeilles meurent. Qu'allons-nous faire ? D'ores et déjà, les apiculteurs et leurs abeilles ont trouvé refuge dans les villes. Ça, c'est un cadre magnifique. Il y a 2-3 kilos, elles ont très bien travaillé après la première récolte encore. Pourtant, la saison n'est pas favorable. Les abeilles se portent mieux ici, en cœur de ville, que dans les zones de grande culture. Elles produisent plus de miel, il y a moins de mortalité. C'est quand même un vrai signal d'alarme. Et l'abeille est devenue une modernité absolue. Si on règle le problème de la survie de l'abeille, qui a quand même 80 millions d'années, elle était là bien avant nous, hein, on règle également des questions d'environnement, des questions d'agriculture, etc. Et c'est très important. Pendant des siècles, les hommes ont scruté la perfection architecturale de la ruche pour y trouver un miroir de leur propre monde. L'ordre éternel des abeilles était un exemple pour l'ordre social humain. Dans une centaine d'années, quand les hommes regarderont en arrière et imagineront ce que c'était de vivre dans un monde avec des abeilles, comment imagineront-ils l'univers de la ruche ? Sur la tombe de mon père, on peut lire « Comme les abeilles s'envolent chargées de trésors, les minutes passaient chargées de plaisir ». C'est de Robert Burns. Comme les abeilles s'envolent chargées de trésors, les minutes passaient chargées de plaisir. Cela évoque l'usage thérapeutique qu'on faisait des abeilles. Les personnes âgées et les convalescents restaient assis à contempler les abeilles. Les abeilles passaient leur temps à travailler et ça rendait les gens heureux de les regarder. Les abeilles ne les piquaient pas parce qu'il y avait des ruches dans les jardins. Elles étaient habituées aux gens. Je vis à la campagne, une campagne magnifique. Je m'occupe des abeilles et je communique avec les gens du coin. On forme une communauté de campagne. Je rencontre des bergers, des fermiers et des propriétaires terriens. C'est un mode de vie. Moi, je suis l'apiculteur. Ils ont tous un métier. Ce serait dommage de voir tout ça disparaître. Voilà la reine. Regarde, c'est magnifique, non? Elle a peur. Elle n'aime pas être exposée. Comme elle est belle.